On s'est mis il y a quelques années à travailler la traduction des droits culturels dans les politiques publiques, avec un énorme enjeu de pouvoir faire en sorte que chacun dans son métier, dans son action, nomme là où il est, lui, comment se traduisent ces droits culturels dans ces mots, avec une vraie spécificité. La déclaration de Fribourg pose un cadre, rassemble des droits et donne de la pédagogie sur ces sujets-là, mais il y a un enjeu très important à ce que chacun y mette ses mots et chacun analyse les conditions de prise en compte de ces droits culturels pour les personnes qui sont impliquées dans vos actions, vous y compris. Nous avons nommé entre nous les petits cailloux que nous avons dans la chaussure. Donc c'est toutes ces petites tensions que l'on ressent quand on exerce nos pratiques. Moi je vais là. Et je pense que ça va. Moi j'en fais. Dans l'espace public, ce que lui que tu as fait avant, je pense. Il y a des super œuvres aussi. Troisième caillou, qui était la culture fantasmée racontée par d'autres. Les autres dont on fait partie, puisqu'on est à l'initiative de ce projet de portrait sonore. Elle n'est pas née des gens, elle est née de notre volonté. Et c'est nous qui en avons fait un petit peu l'injonction. Donc on se pose la question de à quel moment l'absence de désir des gens fait que nous, on a le droit de prendre le relais, à quel moment on est légitime. Donc ça pose la question de vouloir pour l'autre, même si c'est sous couvert de bienveillance. C'est quoi participer, à quel endroit ? C'est-à-dire participer, est-ce que c'est... Des fois, il y a une attente d'injonction, une attente c'est toi le chef, c'est toi le prof, c'est toi le machin. Non, je veux pas, c'est pas là. Et c'est très compliqué parfois d'être dans une dynamique de co-construction. Il y a comme s'il y avait peut-être quelque chose à déconstruire pour arriver à une autre relation. Je fais la différence justement entre privé et intime. On part d'une histoire privée, de quelque chose qui nous appartient à nous et que c'est notre boîte à trésors, notre drame, notre merveille, etc. Que finalement on peut conjuguer pour que quelque chose d'intime puisse arriver, c'est-à-dire quelque chose qu'on est susceptible de partager. L'intimité, on peut la partager. Pour moi, justement, on ne peut pas échapper à la question de savoir que nos histoires personnelles sont aussi des histoires sociales, c'est-à-dire notre corps personnel est le résultat d'un dialogue entre une biographie personnelle et une histoire sociale qui va mouler, qui va pétrir, qui va faire un corps personnel, qui va être en réaction à ça. Ma question tourne autour de la réaction, pas autour de ce qu'on a fait de nous, mais autour de ce qu'on fait avec. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Donc pour moi, une réponse possible, une piste possible, c'est justement la question de la métaphore, c'est la question de transposer. Il faut avoir cette plasticité intellectuelle très glissantienne, qui veut que nous soyons quand même traversés par des flux constamment, et que ces flux, d'une certaine manière, nous invitent, nous convoquent d'un point de vue éthique, à énoncer un certain nombre de choses envers autrui et nous-mêmes, en conscience de ces flux, et de ce que ces flux ont provoqué, comme alors hier tu dis commotion, choc et autres. Et donc, il me semble que dans le quotidien, on croise des gens qui, en fait, fondamentalement, ont été travaillés par des conflits monstrueux, mais on ne peut pas le percevoir parce que leur récit n'a pas pénétré le récit national. Il est resté en dehors et à l'extérieur. On est en train de, je dirais, enlever une croûte d'histoire qui n'était pas très bonne, et qu'ensemble, on est en train de regarder, comme dirait Chris Marker dans ce très beau film sur l'art africain. Certes, nous avons un passé différent, mais nous pourrions avoir un présent commun dans l'égalité. C'est bon ? Je parle de la manière dont on procède pour essayer de restituer l'intime, aussi bien dans notre relation à l'autre, parce que vraiment l'intime, pour le coup, c'est vraiment une relation à l'autre. Donc, quels sont nos liens ? Comment est-ce que nos projets évoluent en fonction de nos liens ? C'est-à-dire comment on arrive, comment on est dedans, comment on en sort, nous. Voilà, et ce que ça fait sur nos projets à nous.
Si même les mots manquent, effectivement, il n'y a plus de frein à la violence, quoi. Parce que dans ce cas-là, les identités ne sont pas des identités. Les filles, à aucun moment, ne se disent victimes de quelque chose. C'est très compliqué. Je n'emploie pas le terme appropriation culturelle parce que je trouve qu'il est compliqué. Et je parle de sentiment d'expropriation culturelle et plus précisément du sentiment de dépossession. Pour moi, la question qui se pose, en fait, qui provoque ma jalousie, c'est une question de partage des moyens de production. C'est-à-dire qu'on a tous le droit de parler de tout, mais il s'avère qu'on est dans une société qui est inégalitaire, une société qui est construite sur une histoire douloureuse, sur une histoire violente, sur une histoire de dépossession, une histoire coloniale, il faut dire, j'ai dit le gros mot, et qu'en fait, la manière dont les financements en fait, sont distribués sont centralistes et sont inégalitaires. C'est que maintenant, il y a vraiment des guides pratiques pour se préparer à la controverse. Donc c'est vraiment comment, face au risque d'autocensure des artistes, de frilosité des institutions qui se disent comment je vais faire pour... Donc le musée ou l'institution ne peut plus être lieu de débat. Qu'est-ce que ça veut dire se préparer à la controverse? Donc comment est-ce qu'une institution assume le fait de présenter une œuvre qui crée du débat et se prépare à organiser ce débat, à accueillir du public, à donner des informations, plutôt que soit ne pas programmer, déprogrammer dès qu'il y a 10 000 personnes qui signent une pétition, voilà, de ne pas être prête. Donc ça, c'est vraiment un des éléments qui est intéressant et qui vient aussi en France. Il faut qu'on ait en tête qu'il y a eu un tel abus de la construction de l'autre et des constructions de représentation que voilà, ça arrive pas comme ça, comme un cheveu sous la soupe. Bien sûr. Ce qui est plus préoccupant pour moi, c'est cette dimension d'autocensure dans laquelle on s'inscrit très spontanément. Vous imaginez bien quand j'ai travaillé avec des gens qui étaient supposés djihadistes, waouh, les premières choses qui me sont arrivées dans la tête, c'est pas qu'est-ce qu'on peut dire, c'est plutôt qu'est-ce qu'on ne doit pas dire. D'accord ? Comment on protège quelque chose de l'intimité des personnes relativement à ce que moi j'appelle parfois l'art mange-tout, l'art vorace, hein, qui vient fouiner, chercher, prélever, avec une avidité qu'on peut comprendre tellement les histoires qui sont là sont hallucinantes et puissantes et fortes, et que on a l'impression d'être dans un creuset où tout est présent, quoi. Cette idée de la prison miroir du monde, miroir déformé, grossissant, tout est là. S'adresser à ce type de public pour mener un travail de création artistique, c'est effectivement les considérer comme une richesse, en fait. Mais ça nécessite aussi d'être attentif à leur vulnérabilité, parce que c'est vrai que être incarcéré, ça implique un choc. Et oui, rester attentif à faire en sorte qu'ils conservent une dignité. En tout cas, nous, on monte une fiction qui essaye de faire que très rapidement, les gens se disent « Ah, mais c'est du théâtre, ou on n'est pas sûr, mais on va jouer le jeu ». Sauf que il y a tellement d'énormes fictions qui sont mises en scène aujourd'hui qu'on a l'air tout petit, et que les gens, parce qu'on a un costard et qu'on va présenter bien et qu'on a 30 ans et qu'on sourit, nous croient de base. Du coup, on fait face à une impuissance de la fiction dans l'espace public, puisque l'espace public est fait de fiction, mais 10 fois plus grande. Les gens ont dit non, on va pas faire de film. Ce qu'on va faire, c'est des toilettes.
On a besoin de toilettes pour régler cette question d'hygiène, aidez-nous. Donc les gens sont venus nous voir pour nous demander, ok, il y a les toilettes, mais maintenant on a tout ça de papier, comment on fait? Et donc ça pose une question aussi de notre rôle. Voilà, est-ce qu'on doit intervenir aussi dans l'urgence? Quelle place on a en tant qu'artiste ou structure culturelle dans ce cadre-là? Comment on fait le lien avec d'autres associations, etc. Organiser les controverses, c'est organiser la pensée. La controverse qu'on vous propose, on ne partage pas en public ce qu'on partage en privé. Il y a marqué. Et donc, franchement, ce qui est extirpé du texte et vous nous racontez pas. Non, on ne partage pas en public ce qu'on partage en privé parce que ça relève de l'intime. De s'adresser. Rajouter une couche. Faites des histoires culturelles. Oui, on peut contre-argumenter là-dessus. Ça. Frotte. La notion de partage. Puisque dans le partage, il y a la question du don. C'est la question de la dignité. Et à la fois, j'ai l'impression que c'est quelque chose peut-être qui, dans ces affaires, me touche le plus, mais presque affectivement, que c'est de ça dont il est question. Est-ce que c'est respectueux de ce qu'on fait, ce que je fabrique, est-ce que c'est respectueux des gens? Quelque chose est dû à l'être humain du fait même qu'il est humain. Il a choisi librement. Il demande à ce que ce choix-là soit respecté. Et que ce que je dois respecter là, c'est ça, avoir une relation de dignité avec l'autre, c'est de respecter l'autonomie de son choix. Si la culture, eh bien, ce qu'une personne, seule ou en commun, mobilise pour exprimer son humanité, ainsi que le sens qu'il donne à son existence et à son développement, définition de la culture dans la Déclaration de Fribourg, si c'est cela, eh bien alors, aujourd'hui, mobiliser les droits culturels contribue à poser des questions de sens ou de non-sens de ce qui est fait à l'humanité et du sens ou de non-sens de son existence. Si l'information n'est pas une activité culturelle, comment est-ce qu'on peut former un écosystème social? Comment on peut donner la structure à une société si on ne partage pas le sens, n'est-ce pas? Et le droit à l'information, c'est le droit à la formation tout au long de la vie, et le droit à la formation tout au long de la vie, c'est le droit à informer et à s'informer tout au long de la vie. Les deux droits sont jumeaux, les deux libertés sont jumelles. Le principe que vous avez là-dedans, c'est que nos libertés sont en synergie et non pas d'abord en concurrence. Vous voyez, on inverse. Ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Non, ma liberté commence là où commence celle de l'autre. Pourquoi? À condition que nos libertés soient instruites.